Électron Libre, une émission proposée et initiée par Claude Farc. Aujourd'hui, c'est Paul-Marie Guinchard qui vous présente et anime cette émission, Claude Farc étant empêché. Électron Libre, électron comme une particule qui tourne autour de son noyau, mais qui parfois s'en échappe pour vivre sa vie ailleurs, pas toujours en toute liberté, malheureusement, mais souvent quand même pour construire autre chose, du moins pour tenter de le faire. Et libre d'aborder des sujets concernant l'activité humaine et de parler de la vie sur Terre, de la vie en général, de l'Anthropocène. Aujourd'hui, je suis entouré de Jean-Yves Cretin, qui a été enseignant-chercheur en écologie et entomologie. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Jean-Paul Grosbois, qui lui a effectué toute sa carrière dans les bois comme son nom l'indique. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Oh, c'est un jeu de mots facile, hein. Je pense qu'on vous l'a fait souvent celui-là. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons, comme pour la précédente émission, une invitée, Madame Florence Morin, qui parcourt les territoires et peut-être même au-delà de la seule région de Bourgogne-Franche-Comté pour accompagner des projets de production d'énergie nouvelle et surtout renouvelable. Lors de notre dernière émission, nous avons abordé de façon, je crois, assez détaillée, le sujet du biogaz. Et donc, moi qui avais eu la chance, je dirais, au début des années 2000, de travailler sur ce sujet-là, j'ai constaté que les choses avaient beaucoup évolué. Et donc, Florence Morin va nous apporter à nouveau ses lumières, mais sur un sujet peut-être pas aussi complexe d'un point de vue des techniques et technologies mises en œuvre, mais qui, sur la problématique des territoires et de la ruralité, parce que c'est le sujet que l'on aborde aujourd'hui, elle va pouvoir nous apporter ses lumières. Mais d'abord, Madame Morin, qui êtes-vous ? Donc, Florence Morin, je suis la directrice des activités biogaz et solaire, donc solaire photovoltaïque de l'entreprise Opale Énergie Engagée, PME de 60 personnes basée à Fontaine, à côté de Besançon. Et on travaille sur 3 énergies que sont le biogaz et le solaire, comme je l'ai mentionné, mais également l'éolien. Nous avons été créés en 2008 et nous avons aujourd'hui une action sur la moitié de la France en termes de territoire. C'est une PME, quoi, finalement. C'est une PME, d'accord. Tout à fait. Ok, ce n'est pas parce que certains croient encore qu'il y a des fonds de pension derrière, comme ça a été les tout débuts de l'éolien, etc. Alors, j'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé. Opale deux mots là-dessus. Ouais, Opale à son origine a effectivement travaillé pour le compte de tiers pour pouvoir staffer une entreprise ici à Fontaine. Staffer, qu'est-ce que c'est que ça? Mais depuis, je vais éviter les anglicismes. Ouais. Mais depuis 2016, on est aujourd'hui indépendant et donc on travaille de façon autonome avec les territoires et les entreprises, les collectivités avec lesquelles on monte des sociétés de projets pour développer des projets sur les territoires. Et vous êtes donc, entre guillemets, propriétaire de quelques installations que vous avez réalisées vous-même. Tout à fait, qu'on exploite aujourd'hui. D'accord, ok. Bien, donc parlons du solaire, si vous le permettez. Effectivement, le commun des mortels, celui qui regarde un petit peu les paysages, les toits de son village et autres, il voit de temps en temps des panneaux. D'ailleurs, vous avez parlé dans votre introduction de solaire photovoltaïque. Donc, celui qui est relatif à l'électricité, ça veut dire qu'il existe un autre solaire, c'est le solaire thermique. Et souvent, d'ailleurs, beaucoup de gens confondent sur le toit d'une maison le panneau solaire qui leur permet d'avoir de l'eau chaude et le panneau solaire qui produit un peu d'électricité. Et les gens confondent un petit peu les choses. Là, on ne parle que de solaire photovoltaïque, on parle de l'énergie telle qu'elle est disponible dans pratiquement toutes les maisons, dans toutes les pièces ou presque, à savoir de l'électricité. Et donc, on va essayer de parler d'un peu plus, d'autres choses que des petites installations qui sont présentes sur les toits des maisons, parce qu'on voit quand même de plus en plus d'équipements de beaucoup plus grande surface sur des hangars agricoles, des hangars industriels, dans des petites zones artisanales de nos campagnes, etc. Donc on va essayer d'aborder ce sujet-là où l'agriculture est aussi présente, la problématique de territoire et d'intelligence territoriale est aussi là aussi essentielle, et peut-être qu'on est sur une logique différente de celle du biogaz, parce que le biogaz, on produit de façon assez dispersée du gaz que l'on met sur un réseau qui devient un réseau national, voire un réseau international. Est-ce que ça sera la même chose sur la problématique de l'électricité? On va voir ça au cours de cette émission. Donc, Jean-Paul Grosbois, quelle question réponse vous avez par rapport au sujet du photovoltaïque? Alors, je sais qu'on est loin de la forêt de Chaillus, là, mais quand même. On est très loin des forêts. Les forestiers, ils n'ont aucun problème avec l'énergie solaire. La nature les arbres font tout seuls et merveilleusement, même si, comme le dit Jean-Yves, avec très peu de rendement, mais ça marche très bien.
C'est pour ça que le regard sur l'énergie solaire... Vous pouvez préciser un tout petit peu, parce que cette anecdote, ça marche très bien, même s'il y a moins de rendement. De quoi vous parlez quand on parle de photovoltaïque? On parle de la photosynthèse, c'est-à-dire la capacité des feuilles à faire leur nourriture en captant l'énergie du soleil. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une feuille, finalement, c'est à elle seule, elle représente la globalité du système de production d'énergie nécessaire à la croissance? Oui. Oui. Les feuilles sont en autonomie de production, de synthèse entre ce qui monte de la terre, hein, l'eau et les sels minéraux, et la capacité de transformer ça en sève élaborée qui va nourrir l'arbre du bas en haut, en stockage, en développement, en graines, etc. Une question toute bête, parce que vous allez me dire que je la poserai aussi à notre invité, mais on parle de surface, de grande surface, hein, on ne parle pas des petites installations. Est-ce que les forestiers ont déjà calculé quelle surface représentait des feuilles dans un arbre? Un arbre moyen, un chêne moyen, la totalité des feuilles les unes à côté des autres, ça fait combien de... Je crois, mais je n'ai plus le chiffre en tête, pas du tout. C'est conséquent, je pense. Hein. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est des centaines de mètres carrés. Hein. Oui. On cherchera ça, puis on donnera l'information. Mais les feuilles se font un petit peu de l'ombre, hein, c'est-à-dire que la partie sanitaire ramasse le maximum d'énergie. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Dans les zones tropicales, il y a des plantes qui sont au niveau du sol, qui sont adaptées pour ramasser le peu qui finit par arriver jusqu'en bas. C'est souvent des feuilles brillantes, luisantes. C'est un autre sujet. Sur le sujet dont on parle, il y en a qui vont nous dire mais il n'y a pas du soleil tout le temps, donc c'est un peu la même chose, quoi. Il y a de l'énergie. Continuez, Jean-Paul. Alors, les forestiers, le forestier que je suis voit la mise en place d'énergie solaire, de captation de l'énergie solaire de façon très positive. Dans le village de mon épouse, un village du Haut-Jura, il y a une petite centrale photovoltaïque qui se met en place, de gens qui s'organisent. Je trouve ça très remarquable. Et puis, il y a un mais, parce que je suis un inquiet. Je vois tout d'un coup des troupeaux de moutons qui vont brouter sous des champs de panneaux solaires, des champs de panneaux solaires qui s'installeraient un peu partout, des communes qui se disent « Oh, ben, on a une forêt peu productive, avec un rendement en énergie qui est très moyen, pourquoi on n'installerait pas à la place des panneaux solaires ?» Puis, comme je vous le disais, j'ai l'inquiétude des multinationales qui ne pensent pas qu'à notre bonheur énergétique. Et je me dis que tout d'un coup, quand on va couvrir ces espaces de panneaux solaires, ce n'est pas que pour la production d'énergie, c'est aussi pour les intérêts des multinationales. Mais voilà toutes mes questions et mes inquiétudes. Alors, on va rester sur la dimension, je dirais, plus pragmatique, hein, en tant que telle, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Florence, en quelques mots, votre réaction. En quelques mots, non, mais vous posez toutes les bonnes questions des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. L'État français a souhaité diversifier son mix énergétique, avec notamment l'usage, de plus en plus d'usages du quotidien qui vont s'électrifier, et donc d'augmenter nos productions d'énergie. Le solaire en fait partie, l'éolien en fait partie, l'hydroélectricité également. Aujourd'hui, on est au stade, on a l'habitude de dire fromage et dessert. On n'est pas au stade de choisir, est-ce que on met que sur les toitures, que sur les parkings, que sur le sol. Aujourd'hui, les objectifs que l'État et que la région Bourgogne-Franche-Comté s'est assigné sont tels qu'il faut qu'on y aille de façon massive. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller n'importe comment. Voilà. On va peut-être détailler ça dans la deuxième partie, parce que je pense que le taux d'écoute peut changer si on est trop long, et qu'une petite pause musicale qui génère une petite méditation me paraît absolument nécessaire. Et nous allons entendre, c'est un peu de la provocation, le titre c'est Madame la Vache, et c'est une comptine éducative maternelle. Madame la vache, Madame la vache, merci pour ce que vous nous donnez chaque jour. En classe aujourd'hui, maîtresse m'a dit tout ce que pouvait produire une jolie vache. Donnez-nous du lait, de la pâte à tartiner, et puis du beurre que nous étalons sur le pain. Sans oublier les bons fromages, les petits yaourts et les laitages. Madame la vache,
Électrons libres, le magazine des problématiques environnementales et sociétales actuelles sur RCF, animé par Paul-Marie Guinchard. Électrons libres donc, et aujourd'hui nous abordons la problématique, nous poursuivons sur notre problématique agriculture, ruralité et production d'énergie renouvelable. Nous avions abordé la problématique de la production de biogaz, là nous sommes directement sur la production d'électricité à caractère photovoltaïque. Donc Jean-Yves, quelques mots en réaction sur ce qui s'est dit dans la première partie, au regard des questions posées par Jean-Paul et des premiers éléments de réponse que Madame Morin nous a donnés. Moi, je peux en parler. J'ai une quinzaine de panneaux sur mon toit. Ah, mais je ne savais pas. Je suis très content, mais j'ai fait, au moment de la construction de la maison, j'ai décidé d'orienter un des pans du toit plein sud. Enfin, j'ai essayé d'organiser ma maison de façon intelligente. Enfin, mais moi, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Et c'est évidemment le problème du solaire, comme on dit, hein, entre guillemets. Le problème du solaire, c'est qu'en effet, quand il n'y a pas de soleil, il y a beaucoup moins d'énergie et il faut trouver un apport énergétique par ailleurs. Donc, et puis le deuxième inconvénient, problématique strictement individuelle, ça pose des problèmes. Si on commence à se rendre collectif un peu le problème, c'est amené. Ce qui est bien également à réfléchir, c'est qu'une fois que l'énergie a été capturée, elle est libérée le long des fils, et si on s'en sert pas, elle disparaît. C'est-à-dire que si on l'utilise pas tout de suite, c'est fichu. Donc il faut soit l'envoyer, c'est ce qui se passe chez moi en particulier, ça part sur le réseau EDF. Comme si c'était un gaz sur un tube. Il y a d'autres personnes, y compris des gens que je respecte pas du tout, qui peuvent s'en servir. Et puis pour le stockage, éventuellement, c'est les batteries, mais ça pose d'autres problèmes. Sinon, on trouvait les combines qui sont connues maintenant. Hein. On soulève des poids, c'est-à-dire on fait travailler l'électricité pendant qu'on s'en sert pas. Enfin, celle qui ne sert pas, on soulève des poids, donc on stocke de l'énergie cinétique cette fois. Là, c'est le problème. Et puis, de l'horloge on fait remonter l'eau au-dessus du barrage en attendant de pouvoir, en la soutirant, récupérer une partie de l'énergie. Donc les rendements sont souvent assez misérables. Hein. Mais c'est mieux quand même que le système foliaire. Hein. On parlait d'1% il y a 15 jours. Là, on arrive à 25, 26, 27% de rendement. Donc c'est quand même intéressant. Et en ce moment, il fait beau. En ce moment, j'ai au moins 4... Le nombre d'heures d'ensoleillement, d'une manière générale, progresse. Je vais, ce soir en rentrant, je vais aller jeter un coup d'œil sur mes cadrans, je vais dire chic. Ouais. Mais vous l'avez évoqué, l'intérêt, c'est de produire et de consommer au même endroit. Voilà, donc toutes les démarches d'autoconsommation, individuelles ou collectives, aujourd'hui, elles sont à promouvoir. Il n'y a même plus à se poser de questions. Il faut savoir que le plus grand consommateur d'énergie électrique, c'est notre réseau, en fait. C'est qu'on produit aujourd'hui dans des centrales nucléaires aux quatre coins de la France, mais que celui qui consomme le plus d'énergie, c'est tous nos câbles de transport qui sont autour de nous. Donc, revenons à de la production effectivement locale, des logiques d'autoconsommation, et je fais simplement une parenthèse, et vous l'avez évoqué, sur le fait de trouver des sources aussi de production complémentaires. Donc, l'éolien et le solaire vont produire dans des moments complètement différents. Donc, aujourd'hui, on entend trop souvent des oppositions entre ces deux énergies, alors que vous allez produire du solaire en journée, et l'éolien va plutôt produire la nuit au moment où on en a besoin. Une logique de saisonnalité. L'hiver va produire bien plus, l'éolien va produire bien plus l'hiver, et le solaire l'été. Donc, essayons de mettre tout ça en musique pour effectivement avoir un réseau un peu plus intelligent et piloter davantage. Si on revient sur le sujet effectivement, voilà, de ces projets agricoles, d'énergie renouvelable que vous entendez effectivement fleurir à droite à gauche, c'est une réalité. L'État a souhaité en avril 2024 donner un cadre à tout ça, ça s'appelle l'agrivoltaïsme. Qui a été souhaité par la profession agricole et qui permet à un agriculteur sur ses terres de pouvoir avoir une activité agricole qui doit rester son activité principale et une activité solaire en complément avec des règles ultra strictes. Typiquement, l'activité solaire ne doit pas prendre plus de 10% de la surface de la parcelle agricole. Donc il y a encore 90% pour effectivement continuer à faire la culture ou le pâturage au vin ou au vin. Oui, mais ça veut dire qu'une ferme sur 10 hectares, elle peut aller jusqu'à 1 hectare de consommer pour du photovoltaïque.
C'est oui, énorme, mais la logique, c'est plutôt sur ces 10 hectares de mettre des panneaux sur ces 10 hectares et en fait d'avoir au pied des panneaux, effectivement, là une culture qui n'est pas possible ou un animal qui ne peut pas pâturer à cet endroit-là. Mais du coup, on est sur des espacements de 12, 18, 20 mètres entre chacune des rangées pour continuer à avoir une activité agricole normale. On a du recul par rapport à ces pratiques? Clairement pas. On est sur le démarrage de cette filière-là. L'Italie est un peu plus en avance que la France. Mais il y a eu une volonté d'avoir un partage de la valeur entre le monde énergétique et le monde agricole qui y trouve un intérêt en termes d'aléas climatiques, en termes de protection contre la grêle, par exemple, sur certaines cultures, de protection dans le sud, notamment sur la vigne, avec la sécheresse, des pratiques agricoles aussi qui vont permettre en termes d'effacement de panneaux, de pouvoir avoir une activité meilleure. Je veux dire, on a tout. Moi, mes parents sont viticulteurs dans le Jura. Depuis les 10 dernières années, il y a quand même eu 7 ou 8 années d'aléas climatiques, de sécheresse, de gel. Majeur. Majeur, de grêle. Donc, je veux dire, ça, c'est une réalité. Donc, comment aujourd'hui essayer de profiter de cette techno qui peut être effectivement mis au bénéfice du monde agricole? Encore une fois, pas n'importe comment, pas n'importe où, etc. Mais trouvons le bon compromis entre ces deux mondes, parce que je vous rejoins, on ne parle pas tous pareil. Mais il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Mais sachez que voilà, tout ça est très cadré. Et qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de projets en développement sur la région Bourgogne-Franche-Comté. On parle de projets en moyenne d'une 20aine d'hectares par projet. C'est relativement conséquent, quoi. C'est relativement conséquent. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a, on a vu dans l'émission précédente sur la problématique des biogaz, une approche un petit peu à caractère coopératif des agriculteurs ou des différentes structures institutionnelles, il n'y a pas forcément d'agriculteurs, pouvaient se mettre en commun pour lancer, étudier et exploiter des installations de ce type. Est-ce que dans le domaine du solaire, c'est des choses qu'on voit ou qu'on peut voir? Alors, ça pointe le bout de son nez, parce qu'effectivement, dans ce règlement que je viens de vous indiquer, là, du décret de 2024 sur l'agrivoltaïsme, il y a le souhait en ce moment de vouloir répartir au niveau des exploitants. Donc, il y a un texte en ce moment en préparation qui limiterait par exemple à 5 mégawatts par exploitant la possibilité d'avoir des panneaux solaires. Donc 5 mégawatts, grosso modo, c'est 5 hectares, si on met des tables au sol. Donc, dans l'objectif que ce ne soit pas un seul agriculteur qui fasse 20, 30 ou 50 hectares, mais qu'il y ait plusieurs agriculteurs qui puissent bénéficier de ces retombées aussi, qui sont des retombées financières. C'est important comme information, parce que de partir je dirais, 10% d'une surface, d'un terrain agricole, à limiter sur une capacité déterminée, parce que souvent, moi, je rappelle à mes interlocuteurs, parce que j'ai été marqué dans ma vie professionnelle par mes responsabilités à l'ADEME, mais souvent, je rappelle, attendez les gars, la terre, c'est quand même fait pour nourrir les hommes. Il ne faut pas oublier ça. Je me souviens d'un élu du Jura, on parlait du Jura tout à l'heure, qui me disait mais ce serait bien si on faisait des blés de basse qualité, ça nous permettrait de faire du chauffage l'hiver. Et je lui ai simplement dit oui, mais qu'est-ce qu'on va manger si tout le monde fait ça, donc c'est quand même relativement important donc, par rapport à ça. Donc c'est important de nous dire il y a certains critères techniques qui sont mis en œuvre. L'agrivoltaïsme est ultra cadré, je tiens à le redire. Les CDPNAF vont donner des avis. Les CDPNAF, alors les commissions départementales des espaces naturels agricoles et forestiers. Merci. Donc, sans respirer. Oui, sans respirer, qui regroupe le monde agricole, le monde forestier, la SAFER, la Chambre d'agriculture, un certain nombre d'acteurs qui vont donner leur go ou leur no-go sur ces projets-là. D'accord. Oui, je suis membre du conseil je vais dire CSRPN pour alors vas-y, par conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Oui. On s'est emparé de ce sujet justement pour essayer de réfléchir sur les avantages inconvénients au niveau régional, j'entends, mais la réflexion au niveau national, elle peut être que du même ordre. Donc on essaie d'imaginer, et il y a des choses tout à fait étonnantes. On s'est dit, on va mettre des panneaux au-dessus des étangs. Au-dessus des étangs, ça ne gêne pas. Si, ça gêne, parce que dans l'eau, il y a quand même aussi un certain nombre d'algues qui demandent du soleil. Et puis, il y a tout un tas d'insectes qui, croyant que le panneau photovoltaïque
croyant que c'est la surface de l'eau qui vient pondre à la surface. Alors il faut nettoyer, enfin. Donc rien n'est simple. Ah oui, rien n'est simple. Ah oui, tout à fait, effectivement. Mais, rien n'est simple. Moi, je suis convaincu que le monde agricole, en tout cas, doit prendre sa part dans l'histoire, parce que voilà, on évoque les énergéticiens, les grands énergéticiens, en France notamment. Ça se fera. Donc, on prend le parti chez Opal de dire que laissons le monde agricole prendre sa part dans l'histoire en faisant pas n'importe quoi, mais en tout cas qu'il soit à la manœuvre aussi dans le partage de la valeur de tout ça pour qu'ils en aient des retombées aussi financières. Oui. Il y a un autre volet quand même qui est à mon avis essentiel, qui marquera peut-être, mais je parle pas de décennies, mais peut-être les siècles à venir, c'est le fait que quand on reprend, je repense au livre de François Jarige sur l'histoire de l'énergie du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est relativement intéressant parce qu'on s'aperçoit que finalement, on a développé, notamment après la Seconde Guerre mondiale, des équipements de très très forte production, de grandes capacités, qu'on a encore amplifié notamment dans le domaine électrique avec le nucléaire, mais aussi les barrages. Ces barrages, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent d'un point de vue... Heureusement qu'on les a. Ben oui, en même temps, ça pourra à long terme faire apparaître des problèmes de ce type, et puis diffuser cette production, enfin cette énergie de façon très très simple mais très coûteuse d'un point de vue du rendement, parce que quand vous expliquez aux gens que la plupart de la production électrique que l'on fait, elle est perdue sur les lignes électriques, et ce qui veut dire que dans le domaine des techniques de conduction sur les métaux, etc., il y a des recherches qui n'avancent pas beaucoup, qui sont d'ailleurs pas forcément complètement prioritaires. Alors ça me paraît un petit peu aberrant, et de dire qu'à l'opposé, ce que ces équipements imposent en tant que tel, c'est que on va vers une production extrêmement diffuse sur un réseau, une toile, un peu comme le web, on peut faire des analogies avec le web, pour une production diffuse pour une consommation elle aussi diffuse, alors qu'aujourd'hui on fait une production hyper centralisée pour une consommation diffuse. C'est aussi un des atouts de cette approche-là. Le réseau va devoir effectivement s'adapter pour capter toutes ces productions diffuses. Ensuite, l'autoconsommation collective, c'est limité entre 2 et 20 km pour pouvoir le faire. Et donc ça, c'est une des démarches dans lesquelles on croit fortement, parce qu'on va produire à côté de chez soi et on va pouvoir fournir l'énergie aux particuliers du coin, à la collectivité du coin. Et on a un super exemple à Besançon avec le projet des Andiers, je ne sais pas si ça vous parle, sur l'ancien centre de stockage de déchets inertes, où on va aller vendre l'énergie en direct aux entreprises de la zone d'activité notamment, qui pour certains ont déjà contractualisé avec nous sur un contrat de 2 ans, de 7 ans ou de 10 ans. Oui, c'est une approche nouvelle, Tout à fait. Complètement nouvelle, qui remet en cause plus qu'au-delà des seuls principes à caractère technique et technologique, mais l'organisation sociétale, c'est-à-dire c'est une autre perception. Et c'est un rapport à l'énergie différent. On va aussi, à travers ça, peut-être demander aux gens de mettre leur machine à laver, comme aujourd'hui, à 15h, parce qu'il y a du soleil. C'est impératif. Voilà. Mais ça pose des problèmes familiaux. Quand mes enfants viennent à la maison... il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de douche. Bien. Voilà, on va arriver au terme de cette émission. Donc, j'avais le sentiment, en préparant, que on avait tout dit sur le sujet. J'ai vraiment pas l'impression qu'on a encore beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir. Et je pense qu'on reviendra peut-être à l'automne sur ce sujet de production avec Madame Morin ou avec quelqu'un d'autre de l'entreprise ou d'une autre entreprise. Il n'y a pas de contrat passé du tout par rapport à cela. Mais je pense que les uns et les autres, je pense qu'on a appris beaucoup de choses et que les auditeurs eux aussi ont appris à nouveau, peut-être à regarder autrement le projet photovoltaïque ou éventuellement le projet de biogaz. On parlera de l'éolien, ça nous paraît absolument nécessaire, mais le sujet est plus compliqué. NIMBY. Merci à vous. Mais je peux vous dire que ça marche.